Serge Moati, bonjour. Bonjour Christophe. Vous êtes cinéaste, vous êtes réalisateur, vous êtes auteur. On va en parler du documentaire Mitterrand et la télévision, diffusé sur France 2 le 11 mai. Et puis moi, je suis très ému de vous recevoir parce que j'ai eu la chance de travailler avec vous sur d'autres documentaires, Mitterrand à Vichy, De Gaulle et l'Algérie. Et c'était passionnant. Passionnant comme l'est d'ailleurs votre documentaire sur Mitterrand et la télévision. Alors, on va commencer tout de suite par ses faiblesses. François Mitterrand, ses défauts face à une caméra qu'il appelait, vous le rappelez, l'œil noir. Un peu que je me souviens, c'est la première chose qu'il me dit. On se rencontre en 71, on sort du congrès d'Épinay, enfin il sort du congrès d'Épinay, moi aussi, mais moi j'étais un humble militant dans la salle, et il cherche quelqu'un pour aller rue Cognac-G au siège de la télévision. Et quelqu'un me désigne comme ça, de loin, c'était Claude Estier, il me désigne de loin. Et Mitterrand vient vers moi comme un reculon, genre qu'est-ce que c'est que ce mec, j'avais pas le look quoi, j'avais pas le... Bon, j'étais beaucoup plus jeune quand même, hein. Et même maintenant je n'ai toujours pas le look. Et alors il vient vers moi, il me dit cette phrase formidable. Je connaissais le cinéaste Serge Moati, je ne connaissais pas le camarade Serge Moati. Personne ne me connaissait. Donc je lui ai juré fidélité jusqu'à sa mort et j'ai tenu parole. Mais il n'était pas bon devant la caméra de télé. Il détestait. Il appelait ça les yeux noirs qui me fixent dans le noir. Et pourquoi il détestait ça, lui, le séducteur, lui, le Florentin? Parce qu'il n'avait pas compris qu'il y avait des gens derrière, je crois, là, qui peuvent le regarder à la télé. C'était un homme d'abord d'un temps ancien. C'était les meetings, comme ça, etc. Il était un extraordinaire harangueur de meetings. Moi, j'allais le voir dans les meetings, je chialais. Enfin, j'étais complètement... Mais alors la télé, il détestait. On voit d'ailleurs dans votre documentaire des prises et des boulettes et il s'énerve. C'est pas son truc. Non, c'est pas son truc. Donc il a fallu le réconcilier avec la télé et lui dire qu'il pouvait l'utiliser aussi, la télé. Et alors il a eu un moment où il a commencé à accepter, à jouer un peu avec la télé, à comprendre que quand on regarde là, cet écran-là, derrière cet œil noir, comme il disait, et c'est là la première fois que je l'ai fait rire, je lui ai dit, il y a peut-être des jeunes femmes qui vont être séduites. Ouah, il s'est mis à se marrer. Et ça a commencé comme ça, notre 25 ans de proximité. Et quand a-t-il compris qu'une bonne émission de télé, que la télévision pouvait faire basculer une élection? Quand on en a perdu deux déjà, en 81 et 80... 74 déjà, 65 avant. 74, pardon. Là, il s'est dit, voilà, 74, j'ai perdu à cause du débat. Ah bien sûr. Ouais. Enfin, peut-être pas à cause, mais c'était fini. Le monopole du cœur, vous êtes loin du passé, c'était fini. Là, on a complètement raté notre coup. Et moi, j'y étais, hein, évidemment. Et tout le monde s'est rendu compte qu'on avait perdu ce jour-là. À ce moment-là, il continue à s'intéresser au cinéaste Serge Moati. Il vous parle de votre feuilleton, Le Pain Noir, qu'il suivait assidûment, diffusé en 74-75. Qu'est-ce qui l'intéressait dans ce feuilleton? La mise en scène, figurez-vous. Et pourquoi? Ça, je ne le saurais jamais. Et comment vous avez fait ce plan, Serge? Et là, il y avait combien de figurants? Comment vous avez fait, etc. Enfin, il était étonnant de perspicacité et de rapport avec les comédiens. Et comme je pense que je lui ai parlé comme un comédien, lui, je pense qu'il était étonné pour ça. Et j'étais bouleversé qu'il m'appelle tous les vendredis soirs, comme ça, de la diffusion. C'était en 74. Et j'étais bouleversé qu'il m'appelle comme ça. Et en 81, on a pu enfin, après 2 échecs, lui faire admettre des règles. C'était fou, ça. Des règles, vous vous rendez compte? À négocier avec le camp de Giscard, évidemment, pas... Mais des règles qui l'ont bien servi. Oui. D'ailleurs, parmi ces règles, il y en a une qui n'était pas écrite. La fameuse chemise cartonnée jaune. Nous sommes entre les deux tours de 81. Vous savez tout. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette chemise cartonnée jaune? Rien. Il n'y avait rien. C'est ça qui était invraisemblable. Mais j'avais fait croire à mon homologue, le conseiller Giscard, qui avait dedans... comme on négociait la valeur des plans, vous savez, gros plans, plans d'ensemble, j'avais dit à un moment, il doit sortir quelque chose de cette chemise. Et le montrer à la caméra. Et le montrer à la caméra. Et il n'y avait rien dans la chemise. Et non, mais attendez, lui, il me dit, ça concerne les diamants de Bokassa. Vous savez, vous vous souvenez, la fameuse histoire... L'affaire des diamants offerts par Jean Bedel Bokassa à Giscard. Et je lui dis, tais-toi. Enfin, bon, genre, il ne faut pas en parler, etc., etc. Il n'y avait rien. Mais évidemment, l'Élysée était prévenu 10 minutes avant, c'est ce que je voulais. Je voulais qu'ils aient peur qu'on sorte quelque chose, et il n'y avait strictement rien. Mais rien. Alors, avant ce débat d'entre-deux tours, avant même le premier tour, François Mitterrand, à la télévision, annonce qu'il est contre la peine de mort. Oui. Est-ce que vous étiez au courant qu'il prendrait cette position ce jour-là? J'étais au courant, mais je trouve que Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel ont été formidables de le brancher là-dessus. Vraiment. Et ça a été, je pense, hein, à mon avis, c'est moi qui le dis, hein, que ça a été le moment où il a gagné vraiment les élections.
Vraiment. Le courage de dire les Oui. Français sont pour la peine Ils de sont mort, moi contre. je suis contre. Voilà, c'est ça. Et je me présente à leur Voilà. suffrage. Et puis, le courage d'être ému. Vous savez, c'est pas évident. Ça pour se un homme voit à politique. l'image. Hein. Ben On oui. voit l'extrait dans votre Mais oui, documentaire. grâce Il est à vraiment eux, grâce à ces deux journalistes-là. Et c'est évident que c'était pas évident pour un homme politique d'être ému et de le montrer. Et moi, je trouve ça formidable. Bon, il gagne le débat d'entre-deux J'étais tours là, en hein. 81. Pourquoi, à votre avis, vous qui êtes homme de télévision, aujourd'hui encore, en 2021, malgré toutes les émissions de télé, le débat d'entre-deux tours, ça reste quelque chose d'attendu et souvent de décisif, en tout cas d'important. Bah, le dernier, Le Pen-Macron, ça a été décisif et important. Comme Bien vous sûr, est-ce qu'elle n'était pas en train de grimper, de monter? Non, elle s'est dites. effondrée ce jour-là. Elle s'est effondrée ce jour-là et tout le monde ressort ce débat en disant « Mais non, mais elle n'est pas capable d'être présidente ». Pourquoi ça? Pourquoi cette magie du débat d'entre-deux tours? C'est un rituel. C'est un rituel, comme il y a des rituels dans les synagogues, dans les églises, c'est important. C'est une sorte d'épreuve du feu. Si Oui, on n'est je pas capable pense. de gagner, on n'est pas capable de présider. Je pense, oui. Je pense. Hein. Je suis très mal placé pour en parler, mais je pense. Quand vous sortez en 81, vous vous dites, bon, il a gagné le débat, c'était Oui. clair. L'homme du passif savait... Il avait gagné le débat. Oui. Il le Répondant sait. à l'homme du passé. Oui, il le sait, il en a conscience, il est émoustillé. Il est très... parce qu'il s'est passé des... Vous avez le temps, là, ou pas? Allons-y, Non, on a je encore sais pas. 5-6 minutes. Bon, non, parce qu'avant d'entrer sur le plateau, je suis seul avec lui dans la salle de maquillage, je suis assis derrière lui, etc. 5 minutes avant. Et il est évidemment très concentré, et moi je dis rien. Et il me dit, Serge, vous aimez Brigitte Bardot? Affolement à bord, là, je me dis, mais pourquoi il me parle de Brigitte Bardot, là? Ah, et le mépris de Godard, la scène où elle dit, tu aimes mes jambes? Et il me regarde. Alors, je lui dis, oui, oui. Je joue le rôle de Piccoli, si vous Ah voulez. oui. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il cherche en vous disant ça? Attendez. Et il cherche à ce que je lui parle en acteur. Et après les seins, tout ça, on passe. J'avais une peur panique que les gens de gauche, l'état-major et tout ça, entrent à ce moment-là. Ils nous prennent pour deux mecs étranges, quoi. Et à un moment, je lui dis, vous savez, monsieur, mes parents sont morts quand j'étais petit. Et mes parents étaient déportés et socialistes. Pas juifs, hein, pas juifs en tant que déportés juifs. Sinon, je serais pas là Déportés pour leur cause politique. Ouais, résistants. Et il me dit, et je lui dis, je sens leur présence. Il me dit, moi aussi, je sens la présence des miens qui sont enterrés au cimetière de Jarnac. Un peu funèbre avant d'aller défier Giscard. Non. Avec les comédiens, il faut jamais parler de ce qu'on va faire. Jamais. Avant d'entrer en scène, il faut transférer. C'est très très important. Je l'ai mis dans un état, il l'a dit d'ailleurs à ses amis après, Serge a dit exactement ce qu'il fallait me dire. C'était pour moi très très important. Et les forces de l'esprit, je vous signale, ces forces de l'esprit, il les a redits dans ses derniers vœux aux Français. Le mot qu'il emploie, les forces de l'esprit, juste nous, avant là. le débat décisif de 81, il va l'employer le 31 décembre 94, Bravo. d'un bout à l'autre du mandat, du double septennat. Est-ce qu'il vous a reparlé, plus tard, du Panthéon, 21 mai 81, le Panthéon, les roses, Non, etc. il m'a étonné sur le Panthéon. Il m'a dit, je l'avais perdu, moi, dans les sous-sols du Oui, Panthéon. on s'en quand souvient, même, en plus. Non, on s'en souvient pas. On le voit à l'écran, hein, il disparaît de l'écran, il disparaît, revient. oui. Bon, voilà. C'était affreux. Il me dit, je vais le voir à l'Élysée, il me dit, on m'a dit que c'était bien le Panthéon, n'est-ce pas? C'est vrai? C'est tout. Genre, ça l'avait pas du tout marqué, le Panthéon, qu'il y avait eu des millions et des millions de Français qui l'avaient vu. Mais non, lui, non. Ah bon, il passait à autre chose, vous voyez? Ce président-là, si lettré, si cultivé, pourquoi a-t-il ensuite privatisé la télé, favorisé des chaînes paillettes, même Berlusconi, et finalement creusé la pente du moins-disant culturel? Ouais, et ben j'étais pas content, parce que moi j'étais très content de ce que faisait Jacques Lang, doublement du budget de la culture, tout ça, etc. C'était formidable. Vraiment, Jacques a été un grand ministre de la culture, Lang, hein, je parle. Mais le truc, c'est que quand il a commencé à privatiser, moi je comprenais plus rien. Moi, par exemple, je dirigeais France 3 à l'époque. Oui. Et François, c'était dite la chaîne du cinéma. Et il m'aimait quoi en face? Canal+. Pourquoi il a fait ça? Et je ne sais pas, il voulait, comme il avait privatisé et ouvert les radios, il s'est dit, je dois faire la même chose avec les télés. C'est aussi con que ça, je crois. Et vous lui avez reproché, vous avez Bien pu sûr, lui non, mais dire... non seulement j'ai reproché, mais j'ai démissionné. Oui. Et vous en avez voulu? Oui, il m'a dit, on ne déserte pas. On ne déserte pas. Il m'a fait rentrer en 88 d'un tournage que je faisais en Haïti, vous vous rendez compte? Il m'a dit, vous savez peut-être que je me présente à l'élection présidentielle, ça existe pour vous, toujours une élection présidentielle? Ah oui. Non, mais il était comme ça. Il était un Et peu puis comme on riait, et en même temps on riait pas. Alors les années passent, nous voilà à l'automne 94, interview face à Jean-Pierre Elkabbach sur Vichy, sur la jeunesse de Mitterrand à Vichy. Ouais. Une émission ratée, non?
Quand il répond... Quand il essaye de se défendre et de s'expliquer sur Bousquet, sur la Francisque. Ouais, il répond là-dessus et il répond surtout sur les persécutions anti-juives. Oui, les lois anti-juives. Ça m'a beaucoup étonné. Voilà. Qu'ils répondent pas J'étais directement. prisonnier, j'étais pas au courant. C'est pas possible de pas être au courant. Enfin bon, c'est ce qu'il a dit. Parce qu'il avait un lien très étroit avec la communauté juive. Enfin, j'aime pas le mot communauté, mais enfin, bon, c'est bon. Avec, je sais pas quoi, enfin, les Juifs de France. Il avait été, vous savez, à la Knesset en Israël, où il avait réclamé le droit à l'existence d'Israël, évidemment, et le droit à l'existence d'un autre État palestinien à côté. Mais il avait été sifflé aussi en juillet 1994. Il était blessé par ça. Ah, très blessé. Et sa défense télévisée passe pas. Non, l'animal est usé. Je sais pas. Écoutez, je peux pas parler comme ça d'un homme que j'ai tant aimé, mais il est en tout cas un homme qui était bourré, mais plein de textes bibliques, plein de la culture de l'Ancien Testament chez lui était centrale. Moi, j'y connais pas grand-chose, hein, mais il m'a éveillé à ça. On avait des grandes discussions. Il s'en foutait de mes opinions politiques, hein, mais il me faisait parler de mes... Alors, vous avez lu l'Ecclésiaste? Qu'est-ce que vous pensez? Vous aimez la première partie ou la deuxième partie de l'Ecclésiaste? Et j'aime tout dans l'Ecclésiaste, c'est ça mon problème. Alors là, j'étais brusquement dans un statut formidable. Ah oui. Alors, mais... S'il était encore vivant aujourd'hui, il regarderait bien sûr vos documentaires, mais qu'est-ce qu'il aimerait d'autre à la télévision? Est-ce qu'il aimerait regarder les chaînes d'infos, Cyril Hanouna, Quotidien, C'est dans l'air? Qu'est-ce qu'il regarderait, Mitterrand? Alors, c'est difficile. François Bunel, la grande librairie, forcément. Oui, ça, forcément. Il était tellement cultivé, tellement... Mais les émissions politiques, ça l'agacerait. Oui, parce qu'ils se coupent tous la parole, ils en peuvent plus, etc. Les commentateurs sont terribles, je trouve. Très vite, on s'engueule l'un l'autre et on passe à autre chose. Enfin bon, non. Alors là, je sais pas. Je sais pas. La fiction, je pense. Il regarderait la fiction. Là encore, il chercherait la mise en scène. Oui. Aujourd'hui, à votre œil de cinéaste militant, quel homme ou quelle femme de gauche vous semble le plus à l'aise à la télévision, le plus apte à atteindre les sommets qu'a pu atteindre Mitterrand? C'est dur. Hein. Difficile. Hein. Ouais, ce soir, je vais au Parti Socialiste. Ce soir, le 10 mai, je vais au Parti Socialiste, là, pour animer la soirée. On cherche. Oui. On cherche. Vraiment, il faut que les gens apprennent, eux aussi, à se servir de la télévision, à en faire quelque chose de juste et de simple et de sincère. Oui, où on entend battre le cœur de celui qui parle, et pas simplement des mots et des éléments de langage et de la com. Ah, ça suffit. Et cette sincérité, elle n'existe plus pour l'instant, à gauche. Elle va exister, je pense. Mais on aimerait que ça se fasse plus et mieux. Vraiment. Chirac était sincère, étrangement. Giscard, à sa façon, était sincère. Dans un genre, bien sûr. Mais c'était des hommes d'une autre époque, hein, maintenant. Et maintenant, là, il faut avoir la bonne répartie au moment où il faut, et puis etc. Et ça fait artificiel. Oui. Serge Moati, auteur donc de Mitterrand et la télévision. Serge, merci beaucoup. Merci à vous, Christophe.